On aborde ensemble un des plus grands mythes de la reconquête amoureuse. Je vais pas vous le divulguer tout de suite, sinon vous allez pas regarder la vidéo. Donc on se retrouve juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'attaque à un gros morceau, à un des plus grands mythes de la reconquête amoureuse qui va avoir un impact direct sur notre façon de voir l'autre, de voir ses actions et du coup sur la manière de gérer notre reconquête amoureuse. La question qu'on se pose, c'est donc de savoir si mon ex accepte de me voir, de communiquer avec moi, accepte une ambiance, une atmosphère plutôt positive, tout simplement pour conserver une forme de contrôle. On a toujours peur de cette phrase qui revient un peu tout le temps dans notre environnement, à savoir qu'il ou elle me garde sous le coude. Ça expliquerait sa sympathie, ça expliquerait sa politesse, mais il ou elle serait extrêmement clair sur ses intentions, à savoir qu'il n'y a absolument pas de possibilité qu'on se remette ensemble. Situation qu'on voit dans plusieurs cas différents, que finalement on ne soit pas ensemble, mais que vous ayez bien l'impression que la reconquête soit difficile, voire impossible, ou même parfois mon ex est avec quelqu'un et malgré tout, il ou elle accepte la communication, il ou elle accepte des rendez-vous, ne mentionne pas cette tierce personne, ne m'en parle pas quand on est ensemble. Il y a cette ambiguïté, ça doit bien vouloir dire qu'on se moque de moi. En tout cas, il y a sans doute cette idée de vouloir avoir une forme de domination, quelle qu'elle soit, pour me garder dans l'enclos au cas où. Nous, comme je vous le disais, on va discuter ce système de pensée à travers deux parties qui sont un peu, simplifiées. Ce qui se passe chez votre ex et ce qui se passe chez vous lorsqu'on adopte effectivement cette manière de voir les choses. Donc on se lance immédiatement avec la première partie, c'est ce qu'impliquerait chez mon ex cette vérité qui serait le fait que il ou elle cherche donc à conserver le contrôle sur la situation. La première idée, c'est évidemment que ça voudrait dire que les relations amoureuses sont un enjeu de domination. Et qui dit enjeu de domination, dit une forme de guerre, dit une forme de conflit, alors qui n'est pas forcément véhément, mais qui est latent, qui est présent. Et ça voudrait dire que chez votre ex, dans toutes ses actions, dans toute sa communication, dans toute sa façon de voir les choses, il y a un calcul. Ce calcul-là, en plus, signifierait que avant chaque action et avant chaque, acceptation de rendez-vous, chaque communication, chaque smiley qu'on vous envoie, non seulement il y a un calcul, mais on connaît déjà le résultat. On sait que ça va vous faire languir, on sait que ça va vous faire attendre, on sait que ça va créer quelque chose de positif et que du coup vous allez être en demande et que du coup je continue d'avoir cette forme de contrôle. Donc on oublie complètement votre possibilité d'évoluer sur le terrain, de, rencontrer quelqu'un d'autre, de faire le deuil de votre relation, de vous satisfaire aussi de cet échange agréable parce que tout simplement vous vivez une rupture amoureuse et vous vous dites que c'est déjà pas mal d'avoir un contact qui soit positif. Non, que nenni, vous êtes forcément dans l'attente, votre ex le sait forcément et planifie donc à travers chacune de ces virgules l'entretien de cette domination, de cette espèce de laisse invisible, mais que vous sentiriez donc autour de votre cou si véritablement on était dans cette idée que tout est planifié pour bien vous garder au chaud comme il le faudrait. On est aussi dans l'idée que on accepterait du côté de votre ex une souffrance supplémentaire, une souffrance pour vous, sans doute une souffrance pour lui ou pour elle, parce que quoique non, finalement vous, avec cette idée-là, on remettrait en cause complètement l'idée de culpabilité. Moi, je sais que j'ai énormément de mal à faire fi de cette dernière parce que je pense qu'on a tous vécu ça. On sait que quand on met fin à quelque chose et qu'on laisse une personne dans la douleur, c'est pas un truc hyper reluisant quand on se regarde dans le miroir. Peut-être que envers les gens qui sont autour de nous, on peut expliquer que oui, enfin, j'ai mis fin à cette relation, j'en suis même presque fier, etc., etc. Mais je pense qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'on a appuyé sur un bouton rouge, on sait qu'on a fait exploser pas mal de choses, surtout si la relation était une relation forte, longue, avec une famille, avec une maison, avec un chien qui va payer les croquettes, comment on va s'organiser. On sait qu'il va y avoir des impacts directs. Se dire que j'ai pris la meilleure décision de ma vie et je ne vis absolument pas d'échec, c'est quand même minimiser à mort l'humanité de la personne que vous avez face à vous. Donc j'ai énormément de mal à y croire. Ça inclurait finalement une grande énergie et un très grand focus sur vous, ce qui est quand même le contre-pied total de ce qui a été signifié au moment de la rupture amoureuse. Au moment de la rupture amoureuse, on vous dit voilà,
c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste, mais moi je choisis cette direction, toi tu vas là-bas et je m'occupe de moi. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans les premiers réflexes post-rupture amoureuse, la personne face à nous va vivre les choses de manière beaucoup plus animale, beaucoup moins réfléchie, de manière très égoïste. Ça, oui, on a tout à fait raison de le mentionner, sans vraiment s'enquérir de la douleur que ça peut engendrer. Hein. C'est comme ça que vous allez réagir au premier moment où les photos en commun disparaissent, le nom sur la boîte aux lettres change, etc. Mais non, tout ça, finalement, ce serait fait pour avoir un impact négatif. Et puis de l'autre côté, on vous envoie un petit message, un petit smiley. Enfin plutôt, on répond à un de vos messages que vous avez vous-même sollicité. Et ça voudrait dire qu'on avait prévu que d'enlever le nom sur la boîte aux lettres vous mettrait dans un tel état que vous reviendrez au contact et que moi, je pourrais en profiter pour établir un petit peu plus de domination pour... Et ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'a à gagner votre ex à entretenir ce truc-là? Alors, je sais que la réponse paraît simple aux gens qui défendent cette théorie. Ce serait effectivement, justement, pour me garder sous le coude au cas où. Mais techniquement, le yaourt qu'on laisse dans le frigo, qui a dépassé la date de péremption, qui ne change pas, qu'on en a trop bouffé, on n'aimait pas, est-ce qu'après avoir mangé tous les autres yaourts qu'on voulait vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie, le désir absolu de retourner dans ce yaourt-là? Je ne suis pas sûr, en fin de compte. Hein. Donc le par défaut, le par dépit, est-ce qu'on choisit un partenaire amoureux par dépit ou par défaut? Personnellement, ça m'est jamais arrivé, très clairement. Ça m'est arrivé d'être dans une relation, de m'apercevoir qu'elle n'était pas extraordinaire, et puis d'y rester en espérant que ça s'améliore, puis de m'apercevoir que non, ça s'améliorait pas. Mais j'ai jamais choisi la moins bonne option possible en me disant c'est au moins une option, je me mets avec elle, et puis quoi, et puis je suis pas heureux. Enfin, ça ne fait aucun sens. Ça n'a aucun sens pour moi cette idée-là. Mais peut-être que vous pourrez me l'expliquer de façon rationnelle dans les commentaires. J'en sais rien, mais personnellement, je ne vois pas ce que votre ex a à gagner de concret, de matériel. Et pour les gens qui me diraient oui, mais on a des enfants, c'est pour la bonne entente, etc., etc. Dans ce cas-là, on n'est pas dans l'idée de vous garder sous le coude, on est dans l'idée d'avoir une bonne relation parce qu'on est papa, parce qu'on est maman et qu'on ne veut pas que nos enfants souffrent. Donc on n'est pas dans une forme de je te fais languir, je te fais. On est dans la création d'un espace parental sain, ce qui devrait être le cas normalement entre deux parents. Et croyez-moi, moi j'aurais aimé que mes parents puissent s'envoyer un message, puissent discuter et puissent avoir une relation, alors peut-être pas agréable, mais relativement normale quand j'étais enfant. Ça aurait été quand même vachement mieux, vachement plus positif pour se développer en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette vision-là, elle n'implique pas le fait que mon ex doit faire des efforts intellectuels, des efforts psychologiques, des efforts de toxicité aussi, puisque ça voudrait dire qu'on doit mentir, on doit dissimuler, on doit ne pas ressentir de culpabilité. On voit qu'on est dans une déshumanisation totale, même j'ai l'impression... l'aveu d'un manque d'intelligence de la personne face à nous, puisqu'elle n'est pas du tout adaptée à la situation, elle ne comprend pas la rupture, elle ne comprend pas la souffrance que vous ressentez. Moi je pense qu'au contraire, la personne face à vous, elle la comprend cette souffrance-là et qu'elle ne veut pas nécessairement en rajouter une couche, sauf si vous êtes relou et que vous venez questionner et taper avec un bâton sur sa tête pour le faire réagir. Là, effectivement, on se prend une mandale. Mais en règle générale, quelqu'un qui vous a laissé de côté ne va pas venir vous solliciter toutes les 30 secondes juste pour vous gonfler. Enfin, je veux dire, à un moment, non, moi, cette idée du garde sous le coude, etc., j'ai énormément de mal avec. Deuxième idée, donc, qu'on partage, c'est ce que ça implique chez vous. Cette idée que, effectivement, mon ex est dans cette volonté de contrôle. Je pense que ça a été plus ou moins expliqué dans la première partie. La première idée, c'est qu'on est dans une diabolisation de son ex et dans un doute absolu vis-à-vis d'absolument tout ce qu'il ou elle va dire ou faire. Et là, c'est un petit peu dommage. On comprend que ça va effectivement polluer votre relationnel, ça va polluer votre communication. Vous allez être un éternel insatisfait où vous allez vous dire ah ouais non mais là c'est parce que machin. C'est vous qui allez faire des plans incroyables. Je vous vois bien là avec la petite craie, la barbe qui pousse, le grand tableau en train d'écrire des formules incroyables pour vous demander pourquoi elle a mis un smiley avec une langue parce que celui-là il est... Non, où est la spontanéité? On refuse l'idée
de vie en fait, hein. L'idée de se dire que mon ex a accepté un rendez-vous, tout simplement parce qu'il ou elle avait envie et qu'on s'est peut-être pas posé des milliards de questions sur ce qui va se passer, comment ça va se passer, où ça va se passer, est-ce qu'on va me sauter dessus. On avait peut-être envie juste de faire un bowling et puis ça s'est bien passé et puis tant mieux. On a reçu un message qui était sympa, on vous a répondu avec un sourire et c'est plutôt cool. Et peut-être que ça s'arrête là parce que peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui a des milliards de choses à penser dans des millions de domaines différents, son boulot, la santé de ses finances, l'essence qu'on doit mettre dans la bagnole, un problème au genou, enfin j'en sais rien, mais la vie d'un être humain, quoi, dans la réalité de ce dont on fait l'expérience au quotidien. Non, chacune de ces idées, chacun de ces contacts, chacune de ces réactions serait donc un aveu, une volonté finalement de vous écraser, quoi, hein, quelque part, en tout cas de bien vous garder en laisse. Là aussi, moi je trouve que c'est complètement inadapté à ce qu'est la réalité de la situation. On refuse donc la souffrance de l'autre, on refuse la spontanéité, on refuse sa culpabilité, on refuse la simplicité du rapport humain. Et puis en fait, ça veut dire que vous refusez aussi de croire en vous. Vous refusez de croire que vous pouvez évoluer, que ce que vous pouvez proposer peut être satisfaisant, même si oui, peut-être pas encore assez satisfaisant pour reconstruire un couple, mais assez satisfaisant pour qu'on vous réponde, pour qu'on vienne vous voir. C'est pas si incroyable que ça. Bah si, avec cette vision de domination, finalement, on se dit que on ne me voit pas, on ne m'entend pas et on ne me dit pas oui pour moi, il doit y avoir autre chose. C'est pas possible. Pourquoi moi ? En termes de confiance en soi, on n'est quand même pas au top du top, hein. Et puis du coup, en termes d'aura, forcément, on va être dans quelque chose qui va être extrêmement diminué, hein. On est dans, comme je vous le disais, une déshumanisation du relationnel où l'autre finalement est un ennemi et où ce qu'il fait de positif est perçu comme quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui se cache en dessous. On voit que le doute est absolument permanent. Forcément, la qualité de la communication va diminuer. Impossible pour vous d'être complètement naturel puisque ce doute est présent, puisque forcément, il y a anguille sous roche. On va créer des conflits inutiles qui, la plupart du temps, seront basés sur une incompréhension ou tout simplement de mauvaises interprétations de la volonté ou même des dires de la personne qui a face à vous. Donc finalement, pour moi, avec cette façon de voir les choses, on est en train de creuser sa propre tombe, de se mettre les deux pieds dedans et puis d'attendre qu'on nous recouvre de terre, hein. C'est la vision du pessimiste, hein, qui révise pas ses cours avant d'aller passer son diplôme, et puis le jour où il l'a pas, tu vois, je t'avais dit que je l'aurais pas. Oui, non, effectivement, si on voit la personne qui va te faire passer ton oral comme celui qui veut te détruire, et que tu es tout de suite en opposition et que s'il dit « Ah, c'est bien ce que vous avez dit, ah, là, il se fout de ma gueule », ça veut dire effectivement, tu n'auras pas ton diplôme, hein, très clairement. Voilà en tout cas pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Alors, il y a des boutons partout, hein. Il y en a sous les vidéos, il y en a sur la fiche qui apparaît en haut à droite, je crois, de l'écran, peut-être à gauche, je ne sais pas, parce que je suis un petit peu inversé. Vous avez dans le descriptif, et ça, comme je vous le disais, c'est une vidéo par jour, plus des lives dans lesquels vous pouvez intervenir, bien évidemment. Vous pouvez donner des idées de vidéos à filmer, et je réponds directement. Donc un canal de communication beaucoup plus direct. Que vous dire de plus ? Pas grand chose, donc je vais vous abandonner là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!